Alors, oui, tout à fait. Donc, je suis réalisateur. J'ai réalisé un certain nombre de courts-métrages, une petite dizaine, et puis un long-métrage qui a été fait dans des conditions de production et de fabrication un peu particulières. C'est pour ça que je suis ici, pour parler de cette expérience. Et je réalise également des films de commande, des vidéoclips, ou bien des séquences d'animation qui sont intégrées à des films, des documentaires par exemple. Je suis également illustrateur, il m'arrive de faire des affiches de films, des illustrations pour des livres. Et je suis enseignant aussi dans une école d'art à Paris. Oui, alors sans forcément rentrer dans les détails, mais en gros c'est un film qui a été développé sous une première version pendant 8 ans. Et cette version a été abandonnée. C'était une version, je dirais, relativement classique, un cadre de production classique, qui devait être donc réalisé en studio comme tous les films d'animation. Et nous n'avons pas trouvé assez de budget pour réaliser ce film. Donc il a été abandonné. Et quelques années après, j'ai eu la possibilité de pouvoir le refaire d'une manière totalement différente, puisqu'il a été fait avec une équipe extrêmement réduite. Avec moi comme seul animateur et puis quelques personnes pour m'aider à l'image, au son. Voilà, donc c'est un film guérilla, comme on dit en France, un film fait sans moyens, qui a fini par trouver sa place au sein du marché français, puisqu'il est sorti en salle, il a été diffusé sur des chaînes de télévision, il a été distribué à l'international. D'ailleurs en Espagne, on peut le voir sur le réseau Movistar. Voilà, il a tourné dans le monde entier, dans différents festivals, et il a pu bénéficier de sorties en salle, que ce soit au Japon ou aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Voilà, donc c'est une expérience assez étonnante. Oui, absolument, ça a une incidence majeure. D'abord parce qu'on ne peut pas faire la même chose tout seul que quand on est un studio avec plusieurs personnes. Et ensuite, effectivement, étant le seul décisionnaire, il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité, de la rapidité d'exécution et de prise de décision qui a été assez essentiel dans la fabrication de ce projet et que je souhaiterais ne pas perdre dans mes prochains projets, même si je n'ai pas envie de les réaliser de la même façon. Donc c'est un peu une remise en question de tout un process de production et de fabrication traditionnelle en animation. C'est presque une philosophie en fait. Donc oui, les deux projets n'ont rien à voir et je vous montrerai ça tout à l'heure. Un projet comme celui-là, il ne tombe pas du ciel. Donc effectivement, c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de réflexion sous différentes formes. Ensuite, c'est vrai qu'on est dans un moment, en Europe en particulier, de grande créativité pour l'animation, pour le long métrage d'animation. Et c'est comme si l'animation commençait à sortir de son carcan industriel dans laquelle elle a été placée dès les années 1910. Et cette industrie qui s'est installée tout de suite dans le cinéma d'animation a imposé des standards, à la fois des standards de fabrication, mais aussi des standards narratifs. Évidemment, il y a plein de contre-exemples, hein, mais des standards narratifs et des standards visuels aussi, qui se sont imposés comme une norme. Une norme que j'appelle, j'ai inventé un mot pour ça, un standard nixalbien, c'est-à-dire qui découle de Blanche-Neige, qui a vraiment posé quelque chose une pierre angulaire énorme, et tous les films finalement à partir de Blanche-Neige et des courts-métrages qui ont préparé Blanche-Neige, tous les films quelque part se réfèrent à ce premier long-métrage de chez Disney. Et là aujourd'hui on a l'émergence d'autres langages. Et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en animation de long métrage. Évidemment, en court métrage, les langages sont extrêmement foisonnants depuis toujours. Il y a toujours une grande liberté en court métrage. Mais en long métrage, il n'y a jamais eu cette liberté à cause de raisons financières. Les films coûtent cher. Donc comme les films coûtent cher, on va essayer de faire en sorte qu'ils ressemblent aux films qui ont marché. Et donc on est persuadé qu'il n'y a que cette économie-là qui fonctionne. Un film comme le mien, par exemple, qui a coûté très peu cher, je me souviens d'avoir lu un blog au moment de la sortie du film qui disait que c'était un suicide commercial. Eh bien pas du tout, le film est rentable, parce qu'il est tellement peu cher qu'en fait il n'a pas besoin de faire 1 million d'entrées pour être rentable. Donc on est dans une autre économie,
Et c'est quelque chose de nouveau pour l'animation, mais qui ouvre un champ des possibles extraordinaire et qui permet d'imaginer beaucoup de créations très libres. Alors il y a eu quelques films très libres dans les années 70, dans les années 80, mais qui étaient à chaque fois des expériences ponctuelles. Là, on sent vraiment un mouvement à travers le monde, que ce soit au Brésil, on parlait du Garçon et le Monde. En France, voilà, il y a plusieurs projets comme ça. Dans toute l'Europe, en Espagne, je ne sais pas trop, mais je sais qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup de productions indépendantes et des tentatives différentes. Donc voilà, moi je suis très excité par ce qui est en train de se passer en ce moment pour l'animation. Oui, de fait, le son, c'est un élément très important dans les films, évidemment, en particulier dans les films d'animation. La voix est pour moi un élément constitutif des films absolument essentiel. Je ne pourrais pas faire un film sans voix, en grande partie parce que la voix est en fait le seul élément humain réel dans un film d'animation, le reste n'étant que la transposition de l'idée qu'on se fait d'un être humain. Alors que la voix est quelque chose d'émotionnellement très, très fort. Donc le son dans La jeune fille sans main, alors au niveau des dialogues, a été pensé de manière assez littéraire. Les dialogues sont assez écrits, ils sont simples mais ils sont très, très littéraires. Parce qu'il me semble que c'est un équivalent de ce que propose l'image qui est aussi assez littéraire, c'est-à-dire assez éloigné de quelque chose de naturaliste. En revanche, tous les sons d'ambiance et les bruitages, je les ai voulus très naturalistes, peut-être pour pallier à une certaine déficience de l'image, peut-être parce que j'ai eu peur aussi, mais aussi parce que ça me permet de véhiculer un certain nombre de sensations immédiatement et de dialoguer avec les images qui véhiculent d'autres types de sensations, notamment par la couleur. Donc voilà, pour moi, il y a un dialogue permanent entre le son et l'image, et quelque part, si le son et l'image ne sont pas tout le temps collés, quelque part, c'est tant mieux. C'est-à-dire que ça crée un espace, et il me semble que dans cet espace, c'est un espace que le spectateur peut investir. Alors voilà, donc ça m'intéresse. J'ai par exemple fait un film documentaire dans lequel on entend quelqu'un qu'on ne voit jamais à l'image. L'image, c'est à la fois de la prise de vue réelle et à la fois de l'animation. Et quelquefois, son et image sont collés, c'est-à-dire que l'image est l'illustration de ce qu'on entend. La personne parle de pizza, on voit une pizza. Et puis d'autres fois, le son et l'image sont très 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 éloignés. Et quelque part, il est même presque difficile d'établir un rapport entre le son et l'image. Et cette distance-là, à partir du moment où elle est fluctuante, à partir du moment où elle n'est jamais figée dans un système, m'intéresse. Ouais. Non, j'avais pas du tout confiance, j'étais terrorisé, mais terrorisé à l'idée que des gens puissent voir ce film. J'étais persuadé que les gens allaient partir au bout de 10 minutes. Donc oui, bien sûr, j'ai été étonné. Le succès est relatif, c'est un très joli succès pour un film de ce genre. Après, c'est pas un film qui a fait des centaines de milliers d'entrées dans les pays dans lesquels il est sorti, mais peu importe, c'est un film qui a reçu un très bon accueil de la part de ceux qui l'ont vu, et de la part aussi de la presse, et de la part aussi de la profession. Donc ça, c'était extrêmement important, et c'était effectivement pas du tout attendu. Ah oui, je crois. Oui, je crois. À partir du moment où, effectivement, on joue dans la bonne cour. Voilà, je pense qu'il faut jouer dans la bonne cour. Si on fait un film expérimental, il ne faut pas s'attendre à faire des entrées de dingue, et donc il ne faut pas qu'il soit cher. Il faut que tout soit lié, parce que sinon on se plante. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu. Je suis ravi d'être ici.